secondes de premier Moi, toucher. 6 secondes. Après avoir établi le record du monde de profondeur intraglaciaire, Jeannot Lamberton, entouré d'une équipe de spécialistes, retourne au Groenland pour continuer l'exploration des cavités d'un des plus grands glaciers du monde. La glaciospéléologie est une science neuve et l'objectif de l'expédition est d'essayer de comprendre les mécanismes de formation des rivières et des cavités intraglaciaires. La recherche de ces creusements dans les icebergs du glacier de Jacobson permet une observation en coupe de ces phénomènes. La glace attire le glacionaute. Maintenant, un seul but dans l'esprit de chacun, se faire héliporter au plus vite sur l'Inland 6 pour y retrouver le terrain de notre exploration sous-glaciaire. Ainsi commence la difficulté majeure de toutes les expéditions dans l'attente d'une météo favorable. Insupportable attente pour nous tous qui rêvons de cette aventure depuis tant de mois. Un glaciologue danois, intéressé par nos projets, nous a rejoints à l'aéroport. Henrike Høimark travaille depuis des années sur le secteur en établissant des cartes hydrogéologiques très précises de la circulation des eaux de surface. Les topographies que nous avons dressées les années précédentes sont d'un grand intérêt pour le glaciologue. Elles sont un véritable prolongement de son travail de surface et nous permettent d'échanger des connaissances qui sont complémentaires. Cet été, une pré-reconnaissance a été effectuée par Jeannot et Serge afin de délimiter les zones présentant les plus gros potentiels d'exploration et de relever les coordonnées de localisation d'un gouffre prometteur. Pendant la période estivale, le soleil brille 24 heures sur 24. Son action, combinée à celle de certains vents chauds, fait fondre la glace. De petits ruisseaux s'écoulent et se réunissent pour former des lacs. Ailleurs, bénéficiant d'une pente plus importante, l'eau creusera le lit de rivières plus profondes, les bédières. Profitant d'une fracture dans la masse glacée, la bédière pénètre en profondeur. Sous la pression de l'eau tourbillonnante, la crevasse s'agrandira jusqu'à devenir un moulin. Le moulin est repéré. Un gros débit laisse augurer d'un bon potentiel d'exploration. Il faut maintenant que le froid s'installe et que la fonte s'arrête. Nous reviendrons en septembre. Henrike nous avait averti que d'importantes chutes de neige étaient tombées sur l'Ice Cape et que l'ensemble des cavités pouvaient avoir été bouchées par le vent. Confiant dans la précision des coordonnées indiquées au pilote de l'hélicoptère, nous croyons avoir aperçu le moulin repéré cet été. Hein? T'as des soucis, toi? Tu crois qu'on n'est pas sur le pont de la bonne bédière? Alors, à moins que le moulin est de l'autre côté, carrément. Ça m'étonne, moi. Non, non, Jeannot, on était bel et bien de ce côté, puisque moi, on se repérait par rapport à la ligne, là. Quand on est venu en reconnaissance au mois de juillet, les géologues nous avaient prêté un appareil de précision. On était au mètre près, et là, bon, j'ai l'impression qu'on a des kilomètres près. On s'est planté, en fait, les pilotes sont plantés. Après avoir installé le camp, nous partons explorer la bédière la plus proche. Elle est plus petite que celle que nous avions repérée au mois de juillet, mais nous espérons avoir la chance d'y trouver un passage nous amenant au moulin.
La neige, accumulée par le vent et compactée par le froid, forme un double fond que nous devons traverser. Nous avançons sur ce plancher de neige partagé entre le désir de le franchir et l'angoisse d'y disparaître en chute libre. À l'extrémité de la Bédière, une ouverture semble possible. T'as pas ton casque, Jeannot? Stop! Petit nettoyage. Après quelques heures de pelletage intensif, le passage devient praticable. Elle arrive. Je pense qu'il y a combien, Jeannot, là? Ouais, mais là, c'est un bloc de neige, hein. Je pense 60-70 mètres. Maël, est-ce que tu me reçois? Je te reçois 5 sur 5, Jean-Philippe. Oui, écoute, il y a des poches d'eau qui se sont formées en surface, le temps s'est radouci et il me paraît assez imprudent de continuer, il y a des risques de crue subite. Ok, bah nous on est au-dessus d'un puits de 40-50 mètres. Et si tu dis que ça se radoucit, je pense qu'on va remonter, ok? Très bien, ça me paraît beaucoup plus prudent. Terminé. Par sécurité, nous n'emprunterons pas le même chemin pour le retour. C'est ainsi que nous pourrons découvrir des tas de cryoconites. Ces amoncellements sont en fait des poussières cosmiques, des minéraux, des débris végétaux qui se déposent au fond des lacs pendant l'été. Une forte odeur de décomposition due à la présence de méthane s'en dégage. Après la vidange du lac, la cryoconite est recouverte de neige puis de glace. C'est donc une réelle mise en conservation des particules présentes dans l'atmosphère. Sans monter un peu plus, ça va finir en deux. Un vent chaud souffle sur la glace. La température s'élève encore de quelques degrés. Pendant la nuit, la pluie se met à tomber. Au matin, un lac s'est formé, menaçant dangereusement notre camp et nous poussant à envisager son déplacement avant qu'il ne soit totalement encerclé par l'eau de fonte. L'eau est partout. Nous nous y enfonçons parfois jusqu'à la taille en croyant traverser une étendue enneigée. Quelques heures plus tard, cédant à la pression de l'eau, une ouverture se creuse sur un des bords du lac. L'eau s'y engouffre, agrandissant le passage. Armés de pelles, nous faisons sauter les barrages qui retiennent l'énorme et menaçante masse d'eau. Le lac baisse et nous nous intéressons alors à la cavité qui vient de s'ouvrir. Le courant est encore trop important pour en permettre l'exploration. Nous devons préparer le matériel et nous organiser. Alors, ce que je propose pour certaines nuits, c'est soit faire deux équipes. Une équipe qui part vers l'amont du fond, et une autre qui part vers l'aval. L'aval, c'est... Ouais, deux qui partent comme ça, quoi. On essaie de se rencontrer. Et puis on fait un point de rencontre. Jeannot et Jean-Philippe vont enfin descendre dans l'antre de l'Inland 6. Le but de notre expédition, le but d'une vie peut-être, le but que s'était fixé notre ami à tous, Jean-Marc Boivin, qui avec nous avait espéré un jour explorer ce fabuleux inconnu. Oh, je vais passer. Je vais mettre une broche et je passe. Le débit de l'eau est encore important, mais le vide nous attire et à cet instant-là, plus rien ne peut nous faire rebrousser chemin.
À moins 45 mètres, Jean-Philippe découvre une galerie dont le passage a été abandonné par l'eau. Il s'y engouffre et espère ainsi court-circuiter le réseau actif où la présence de l'eau gêne notre progression. Jeannot, viens voir par ici, c'est superbe. Ça a l'air de continuer. Il y a une superbe veine de sédiments ici. Ça continue encore assez loin. Cette galerie s'avère être un boyau fermé. En effet, les réseaux fossiles se referment très rapidement sous la pression du glacier. Au-delà d'une certaine profondeur, la glace a une telle densité qu'elle explose au premier coup de piolet. Il faut donc frapper plusieurs fois avant d'avoir une accroche sécurisante. Après une progression en piolet traction de plus de 150 mètres, la côte de moins 110 mètres de profondeur est dépassée. L'exploration du moulin s'arrête ici. Mais nous gardons toujours l'espoir de réaliser notre rêve, atteindre le fond de la calotte glaciaire. Il y a tout juste un an, Jeannot, Serge, Fred et les autres étaient déjà venus au Groenland et y avaient établi le record du monde de descente sous glace, moins 123 mètres. Aujourd'hui, ils sont de retour pour tenter tout simplement d'améliorer cette performance. En spéléologie, qu'elle soit sous terre ou sous glace, la première étape de l'exploration consiste à rechercher un réseau important et surtout à en trouver l'entrée idéale. Sur cette immense calotte glaciaire qui constitue l'Inland 6, le moyen le plus efficace, c'est la reconnaissance aérienne. En tant que chef d'expédition, c'est Jeannot Lamberton qui se charge de cette mission.
À lui de déterminer le moulin le plus propice à leurs ambitions, ce trou formé durant l'été dans lequel s'engouffrent les eaux de fonte du glacier. Une telle recherche demande d'ailleurs une grande expérience, mais surtout beaucoup de flair, car un orifice large du moulin ne signifie pas nécessairement que son puits soit profond. Mais là, Jeannot a le déclic. Par radio, il informe ses compagnons de sa découverte et leur demande de quitter Nuuk en bateau avec tout le matériel et de gagner le petit port de Kipisiklit qui leur servira de camp de base arrière. Derniers instants de détente avant l'action. Alors on imagine l'aventure à vivre en se remémorant celle vécue l'an passé et on ne peut s'empêcher de penser à celui qui l'avait mené si brillamment, qui fit cruellement défaut aujourd'hui, Jean-Marc, Jean-Marc Mouevin, l'homme de tous les défis. À Kipisiklit, le contact avec les habitants s'est établi rapidement, à commencer bien sûr avec les enfants qui, comme tous les enfants du monde, ne s'étonnent de rien, mais sont avides de toutes les découvertes. L'arrivée de l'hélicoptère met toute l'équipe en transe. Enfin, on va découvrir le glacier et surtout ce moulin porteur de tous les espoirs. John le pilote tempère quelque peu les ardeurs. Le chargement lui semble trop encombrant pour emmener tout le monde en une seule rotation, mais plein de bonne volonté, il fait quand même une tentative. Son pessimisme était justifié. Il faut se rendre à l'évidence. Une partie de l'équipe seulement partira ce soir. Les autres les rejoindront demain, si le ciel le veut. John repart, laissant l'équipe de pointe seule dans l'immensité de l'Inland 6. Le soir tombe, on monte en hâte le camp et bien que le ciel soit parfaitement dégagé, on travaillera tard pour renforcer les positions car dans ces régions où le temps peut changer sans crier gare et la tempête se lever en quelques heures, on ne prend jamais trop de précautions. Bon, ça va, non, À leur réveil, Jeannot et ses compagnons ont tout loisir pour méditer sur la sagesse de la veille. En aventure, trop de sécurité ne nuit jamais, c'est même la base des grandes réussites, surtout dans un tel contexte. Le terrible vent de l'Arctique souffle en rafales violentes, la neige se met à tomber. Déjà une certitude, le reste de l'équipe ne viendra pas aujourd'hui, il ne viendra pas non plus demain. Mais pas question pour autant de rester inactif. Alors, l'équipe de pointe décide d'aller reconnaître le moulin que Jeannot avait repéré d'avion. C'est quand même pas une poignée là, quand même. C'est pas la cornée. Très bien. Ok. Et il a vraiment une gueule pas possible. L'entrée du trou plaît autant à Jeannot que lors de sa reconnaissance aérienne. Reste à savoir si la profondeur du puits correspond aux espoirs. Pour cela, il faut sonder. Oh 6 secondes de premier toucher. 6 secondes. Ok. 6 secondes pour la chute du bloc de glace. On peut donc entrevoir l'avenir avec optimisme, à condition que le reste de l'équipe arrive avec tout le matériel. Et tu sais de... celle-là,
double toit touche. Oui, il y a le double toit qui touche. Ça, c'est pas... Le troisième jour, les nuages sont toujours aussi bas, mais le vent est moins fort, l'espoir renaît, et Philippe va tenter une liaison radio avec l'hélicoptère. From French expedition to helicopter, do you get me? Ah, stop, on va mettre mon banage là. Tu tires fort là. Va un peu vers là. Il faut faire un léger arc de cercle. Voilà, stop, vers nuque. French expedition on ice cape, French expedition on ice cape, do you copy me, do you copy me? Soudain la délivrance, un bruit de moteur rompt le silence pesant de l'Inland 6. Les voilà. Expedition for helicopter, do you copy me, do you copy me? J'ai entendu, hop. Ça fait plaisir de vous voir, hein. Avant de repartir à bord de son hélicoptère, John a annoncé que la météo prévoyait une accalmie de 24 heures. Il reviendra donc demain à midi pour récupérer toute l'équipe. Plus tard, ce serait très aléatoire. Il reste donc 24 heures pour agir. Tous savent que demain à la même heure, il faudra repartir, quel que soit le résultat, réussite ou échec. Mais pour l'heure, personne n'envisage ce dernier cas de figure. On se concentre, on vérifie une dernière fois le matériel, on s'équipe tranquillement, car tout oubli pourrait avoir des conséquences incalculables. Ce sont Jeannot et Fred qui feront la première tentative. Les autres formeront l'équipe de surface, prêts à toute éventualité. Serge de Fred, tu me reçois? Je te reçois, Fred, 5 sur 5, je t'écoute. Finalement, c'est un peu plus profond que prévu le puits d'entrée. La corde de 250 mètres, il ne nous reste pas grand-chose. Je vais regarder un peu l'alti et ce qui reste comme corde pour confirmer la profondeur. Au-dessus de toi. C'est pas un lac, c'est un siphon. Le départ en face, c'est une niche. À première vue, c'est la fin. C'est la fin du trou à explorer comme ça, en spéléo, sans plonger. Bon, au niveau altimètre, on va regarder. On est dans les 155, 160. Ok, bien reçu, Fred, bien reçu. C'est formidable, ça, formidable.